Donc nous avons la chance ce soir d'avoir à nos côtés Sylvie Pipeau, déléguée à la valorisation du patrimoine de la ville de La Chaux-de-Fonds, et par ailleurs elle occupe un poste très précieux au réseau puisqu'elle est notre comptable. Ainsi que Claire Montégudet, architecte qui a fait son travail de master sur la Villa Fallet, parce que je ne veux pas trop dévoiler ce qui va se passer, mais vous l'avez peut-être vu. Cette villa a été acquise en 2022, donc il y a un petit peu plus d'un an. Exactement. Et j'ai déjà l'impression, pour le peu que ce que j'ai pu voir, que la connaissance du lieu est déjà relativement affinée, et puis pose toutes les questions qu'on aime se poser par rapport à un bâtiment historique, les questions de destination, d'usage, les choix de restauration, la manière d'accueillir les visiteurs, comment faire vivre un lieu comme celui-là, c'est l'éternelle question. Et je rappelle au passage d'ailleurs que c'est aussi la raison pour laquelle cette conférence est filmée, la raison pour laquelle on fait ceci, c'est que le réseau est aussi un espace justement où on peut partager les pratiques pour d'autres maisons à travers l'Europe qui rencontrent les mêmes défis que la Villa Fallet. Et voilà, donc je vous souhaite... je passe. Merci. Voilà, bonsoir à toutes et tous. Effectivement, le but de la soirée est de vous parler de la Villa Fallet, de vous présenter la Villa Fallet, mais c'est nécessaire de faire une petite contextualisation parce que je ne suis pas forcément sûre que si je vous dis La Chaux-de-Fonds, vous savez poser cette ville sur une carte ou vous savez un petit peu quelle est son histoire. Donc il nous paraissait important de faire un tout petit décrochement avant d'entrer dans le cœur du sujet par l'histoire locale et par la présentation de la Villa Fallet. Et j'ai un peu l'impression de me sentir ce soir comme un petit confetti à la taille de Bruxelles. La ville de La Chaux-de-Fonds, c'est comme un confetti, mais ce soir c'est un confetti qui est assez fier d'être un confetti, je dois dire. Alors La Chaux-de-Fonds, c'est une ville d'une quarantaine, à peu près 40 000 habitants aujourd'hui, et qui est une ville qui est assez récente. Ce n'est pas une ville qui a un passé de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, c'est une ville très récente qui, au départ, est née d'un petit village de paysans qui vont venir s'installer dans les montagnes, à 1000 mètres d'altitude, pour construire un village. Ils ont besoin de territoire supplémentaire pour les animaux, et ils vont venir se mettre dans cet endroit un peu hostile au départ, parce qu'on n'a pas vraiment d'eau, on est à 1000 mètres d'altitude, on a de la neige. Enfin, il y a plusieurs éléments qui sont plutôt défavorables, mais voilà, les montagnons sont plutôt résistants et ils vont s'installer à La Chaux-de-Fonds. Ce petit village va grandir, va arriver vers à peu près 4000 habitants à la fin du XVIIIe siècle. Et à ce moment-là, d'un village de paysans, il va devenir un village tourné vers la dentelle et vers l'horlogerie. Et l'horlogerie, c'est un élément qui va avoir un rôle très important dans le destin de La Chaux-de-Fonds et dans le lien, on le verra après, avec l'Art Nouveau. La première image que vous avez là vous montre ce village comme un peu n'importe quel village dans la campagne. Et j'ai une image en bas, mais malheureusement, c'est vrai que pour les personnes qui sont derrière, c'est un peu bas. Je ne savais pas en le préparant que ce serait bas comme ça. Mais vous voyez une gravure qui montre un incendie. Parce qu'en fait, le village de La Chaux-de-Fonds va vivre un incendie. En 1794, les 2/3 du village disparaissent. Et j'ai l'habitude de dire que l'histoire de La Chaux-de-Fonds, elle aurait pu s'arrêter à ce moment-là, parce qu'il y a tellement de dégâts que les habitants auraient pu partir dans les villages avoisinants et laisser ce territoire en ruine. Mais en fait, il y a une véritable volonté de reconstruire, et la solidarité, le côté collectif aussi de ce village et des villages environnants va faire que rapidement, ce village va se reconstruire, et on va avoir une ville qui va naître des cendres d'un village, en fait. Alors l'image suivante, elle est là pour vous montrer comment l'urbanisme de la ville va se développer. Parce que je vous parlais d'horlogerie, on va parler d'Art Nouveau, mais tout est lié aussi à l'urbanisme de la ville. Alors l'image que vous avez là, elle vous présente en blanc les anciennes maisons du village qui a brûlé, et en noir les nouvelles maisons qu'on va reconstruire. Et vous voyez qu'on commence de réfléchir à la manière de construire les maisons. Et ça, c'est très important pour le village, parce que très vite, l'industrie horlogère, elle va avoir une influence sur la manière dont la ville va se construire. Pour faire de l'horlogerie, on a besoin de lumière, on a besoin de calme,
et on a besoin de pouvoir passer facilement d'un atelier d'horlogerie à l'autre, parce que pour faire une montre, il faut des personnes qui font les aiguilles, des personnes qui font les mouvements, des personnes qui font les bracelets. Il faut des dizaines de métiers différents pour fabriquer une montre. Et ces dizaines de métiers sont répartis dans des ateliers qui sont répartis dans le village et plus tard dans la ville, et il faut pouvoir aller facilement d'un atelier à l'autre. Donc tous ces éléments, besoin de lumière, besoin de se déplacer facilement, besoin de lutter contre un nouvel incendie, parce qu'on n'aimerait pas que ça recommence, besoin de pouvoir enlever facilement la neige dans cette ville qui est quand même à 1000 mètres d'altitude et qui accueille plusieurs mètres de neige chaque hiver, font qu'à partir de 1835, un ingénieur va penser la ville du futur, la future Chaux-de-Fonds, et va dessiner un plan que vous avez aussi là, mais à la limite, après, je les remontrerai peut-être si vous voulez, je suis vraiment désolée. Un plan où il va réfléchir à la future Chaux-de-Fonds et il va dessiner le futur de la ville en étageant la construction des maisons sur la vallée. Donc la Chaux-de-Fonds est dans une vallée un peu encaissée comme ça, et il va penser à la lumière et à tous ces éléments dont je vous ai parlé avant, et dessiner des axes de rues qui vont d'est en ouest, sur lesquels il va prévoir la construction des maisons, qui vont s'étager sur le flanc du coteau, finalement, pour que chaque maison puisse bénéficier sur sa façade sud du maximum d'ensoleillement sur la journée, pour que les horlogers puissent travailler et avoir une bonne lumière. Donc toute la construction de notre ville est vraiment imbriquée très fort avec l'horlogerie et après avec l'Art nouveau. Tout s'enchaîne. Deux images pour vous montrer la ville aujourd'hui. Donc une ville à peu près de 38 000 habitants, un plan large ici, où vous comprenez ici ce plan orthogonal. Toute cette partie-là de la ville, elle a ce plan très orthogonal, assez particulier. Et vous voyez bien que cette ville est posée au milieu de la campagne et qu'aux alentours, on a des quartiers plus modernes qui vont se construire par la suite. Et ici, vous voyez bien que vous avez ce rythme très présent, rythme de maison, rythme de jardin, rythme de rue, rythme de maison, rythme de jardin, rythme de rue, vraiment pensé pour un ensoleillement maximum pour les besoins de l'industrie horlogère. Ces besoins de l'industrie horlogère, ils se représentent aussi dans la manière dont les immeubles sont construits, dans la typologie des immeubles, c'est-à-dire que ce besoin de lumière va faire qu'on va avoir des bâtiments très simples, ouvriers, extrêmement sobres, mais avec des fenêtres en haut, alignés, qui sont les témoins d'anciens ateliers d'horloger qui étaient présents dans les immeubles, et des bâtiments industriels plus tardifs, là on est plutôt au début du XXe siècle, mais qui sont à l'intérieur même de la ville, parce que l'industrie horlogère, elle ne fait pas de bruit. C'est une industrie qui ne fait pas de nuisance. Donc on peut l'intégrer au cœur même de la ville, on n'a pas besoin de la mettre dans les côtés, on peut vraiment créer un lien très fort entre l'habitat ouvrier, les lieux de production et l'habitat patronal. Et cette spécificité-là, on lui a donné un nom, on a appelé ça l'urbanisme horloger, et ceci est reconnu en fait par l'UNESCO depuis 2009. Ça fait que depuis 2009, la ville de La Chaux-de-Fonds, avec sa voisine le Locle, qui est une petite ville mais qui ressemble beaucoup à La Chaux-de-Fonds, sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO pour cet aspect urbanistique spécifique. Voilà un peu pour le contexte. À l'intérieur de cette ville, à l'urbanisme particulier et à la forte présence horlogère, on a quelques typologies un peu inattendues de bâtiments. Je vous en montre juste deux, et on arrivera au cœur du sujet. Ici, deux bâtiments assez intéressants pour vous montrer aussi la diversité de La Chaux-de-Fonds. Le bâtiment qui est de ce côté-là pourrait ressembler à un familistère, pour ceux qui voient ce qu'est un familistère, donc ces habitats collectifs industriels liés à un patron qui va offrir de l'habitat pour ses employés, pour ses ouvriers. Mais en fait, au départ, c'est un manège à chevaux qui a été transformé en habitat en 1868. Et comme ce bâtiment était très large, le propriétaire n'a pas pu faire des appartements traversants, donc il a bénéficié de la verrière zénitale pour ouvrir l'intérieur et créer un habitat collectif déjà au milieu du 19e siècle, mais sans qu'il y ait l'utopie liée au familistère, mais on a quand même cette typologie de bâtiment, et aujourd'hui c'est un bâtiment mixte avec un restaurant, une crèche, des appartements, des ateliers d'artistes, etc. Et à côté, vous reconnaissez une synagogue. C'est pas sans lien non plus avec l'horlogerie et aussi un peu avec l'Art nouveau. La Chaux-de-Fonds a vu l'arrivée d'une communauté israélite très forte à la fin du 19e siècle qui va avoisiner les 1000
personnes vers 1900, et ils vont construire en 1896 cette synagogue, qui est une des plus grandes synagogues de Suisse, qui est toujours en fonction. On a toujours une petite communauté israélite à la Chaux-de-Fonds, et c'est un bâtiment absolument magnifique, décoré de toutes parts, de vitraux avec une coupole. Enfin, c'est vraiment un des bâtiments emblématiques de la Chaux-de-Fonds. Voilà, comme ça, un peu pour vous poser le contexte. Maintenant, l'Art nouveau. Comment est-ce qu'il arrive à la Chaux-de-Fonds? Évidemment que l'Art nouveau, il arrive par le biais de l'horlogerie et par le biais aussi des voyages des uns et des autres, mais par le biais de l'horlogerie parce que la boîte de montre se décore. Et forcément que la boîte de montre se décore à la mode. Et la mode au tournant du siècle, ça va être l'Art nouveau. Donc très vite, l'Art nouveau va irriguer différents éléments de la ville, des décors de boîtes de montre, mais aussi, comme dans toutes les villes d'Europe, des éléments de décor un peu standardisés qu'on va trouver à travers les bâtiments. Donc là, je vous ai mis quelques images de choses qu'on peut trouver partout en Europe, mais c'est les nôtres. Une marquise d'un immeuble d'un propriétaire qui était fabricant de boîtes de montres en or et qui a décoré sa maison aussi d'Art nouveau. Une balustrade d'escalier, on a des vitraux, on a ici des vitraux aussi, quelque chose d'assez spécifique à la Chaux-de-Fonds, c'est ces joues de balcon, comme on appelle, donc ces bordures latérales des balcons qui sont décorées de vitraux et qu'on trouve sur les façades sud des immeubles, qui est aussi quelque chose d'assez spécifique à la Chaux-de-Fonds. On trouve aussi du patimoine à nouveau, comme partout, dans les cages d'escalier, et ça c'est quelque chose aussi d'assez spécifique à la Chaux-de-Fonds. On a énormément de cages d'escalier qui sont décorées, parce que finalement, l'habitat ouvrier, il est assez sobre à l'extérieur, et le beau, comme dans toutes ces utopies du début du XXe siècle, on va le mettre à l'intérieur. Donc on décore ces cages d'escalier de bâtiments ouvriers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne décore pas uniquement l'habitat patronal, mais on décore aussi l'habitat ouvrier. Et dans la ville de la Chaux-de-Fonds, on n'a pas de bourgeoisie. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on va trouver. On est vraiment une ville ouvrière. Par contre, on a beaucoup de villas patronales, et on trouve des décors Art nouveau dans ces villas patronales. Mais aussi des carreaux de ciment, des stucs ou des catelles. Quelques restes encore de bâtiments ou de morceaux de bâtiments qui nous sont arrivés, parce que malheureusement, on a perdu énormément de choses dans les années 1950, 60, 70, on a perdu beaucoup de choses. Ici, vous avez une ancienne boucherie qui aujourd'hui n'est plus une boucherie, mais un petit lieu d'exposition alternatif, mais qui a gardé ses catelles Art nouveau. Une salle de bain, comme on en voyait tant d'autres en Europe à l'époque, qui elle aussi est gardée. Elle est dans un habitat privé, elle est utilisée tous les jours par une famille, mais elle est protégée et elle vit, en fait. Le patrimoine vit. Donc voilà un peu les éléments qui vous montrent comment l'Art nouveau international, standardisé, arrive à la Chaux-de-Fonds. Et maintenant, le style sapin là-dedans. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui vient faire là au milieu? Donc il faut imaginer, je vous disais tout à l'heure, qu'on est à 1000 mètres d'altitude. À 1000 mètres d'altitude, la nature, ce n'est pas forcément la même chose qu'à 400 mètres. Et on a énormément de sapins qui vont produire des noms dits des pives, mais je crois que le mot pomme de pin est plus clair pour vous. Ou des cônes, je crois qu'on dit aussi, ces fruits. On a des chardons, on a des gentianes, on a une nature un peu différente. Et cette variante locale, cette typologie spécifique de l'Art nouveau va naître dans un contexte très particulier. Et ce contexte particulier, c'est le contexte de l'école d'art de la Chaux-de-Fonds. L'école d'art, elle est créée en 1870, donc avant la période de l'Art nouveau, par des patrons graveurs, toujours en lien avec l'horlogerie, tout est toujours connecté à l'horlogerie. Les patrons graveurs veulent former les graveurs de boîtes de montres. Ils ont besoin d'une école pour leur apprendre le métier. En 1870, ils ouvrent une école pour former les graveurs de boîtes de montres. 20 ans plus tard, en 1890, ils invitent comme enseignant Charles Lesplatonier. Et Charles Lesplatonier, c'est un artiste qui a voyagé un peu à l'étranger et qui a suivi les débuts de l'Art nouveau et qui aime beaucoup ça. Et il va former les élèves non seulement au décor de boîtes de montres, en amenant le vocabulaire Art nouveau, mais aussi aux autres arts décoratifs. Lui, il veut ouvrir l'école d'art pour qu'elle s'intéresse à d'autres arts décoratifs et pas uniquement à la décoration de boîtes de montres. Donc il va avoir un but, développer les arts décoratifs, et il va avoir une méthode qui va être d'aller sur le motif avec ses élèves dans les forêts avoisinantes, observer la nature, la décomposer,
la déstructurer pour en tirer des motifs ornementaux. Alors cet homme, c'est lui, Charles Desplatiniers, quelqu'un d'assez charismatique. On peut peut-être le sentir dans l'image. Et ce langage particulier va se développer à l'intérieur de ces cours. Ils vont réaliser des décors de boîtes de montres que vous pourrez voir dans l'exposition après. Certaines vont partir à Milan en 1906, gagner un prix. Et petit à petit, ce style sapin va aussi essaimer un peu dans les documents officiels de l'école d'art et dans différents éléments d'art décoratif. Et en 1905, il décide de créer, pour ses meilleurs élèves, un cours spécifique qu'il va appeler le cours supérieur d'art et de décoration, dans lequel il va vraiment travailler ces ornements, ce motif décoratif, et il va bénéficier de commandes privées pour ses élèves, dont la Villa Falais est un exemple. Donc là, vous avez sur le haut ici un exemple d'un bulletin des classes de l'école d'art, et on voit un peu ces éléments de nature montagnarde qui se développent tout autour. Deux exemples ici d'éléments aussi décoratifs. Une boîte de montre, vous en avez plein en haut dans l'exposition, vous avez un grand panneau de boîte de montre que vous pourrez voir vraiment tranquillement. Et un élément de décor de pierre sur le crématoire de la Chaux-de-Fonds que vous voyez aussi en haut après dans l'exposition. Mais c'est pour vous montrer aussi la variété des domaines dans lesquels on exploite ce motif décoratif. On a une branche de sapin, une pive. On travaille aussi le motif de la neige. On a beaucoup de neige, donc on décompose aussi ce motif de la neige. Et deux citations que je vous ai mis ici pour vous montrer comment le lien se fait. Je vais vous les lire. Une citation qui est tirée du rapport de la commission de l'école d'art, qui dit pour l'année 1910-1911, le rapport dit « La base de nos études ornementales reste toujours le sapin. Cet arbre, à ses différents âges, étudié dans son ensemble ou dans ses détails, offre des ressources décoratives inépuisables. Le grand chardon argenté, les gentianes, etc., ainsi que notre faune jurassienne, ajoutent à ces éléments des richesses considérables. » Et puis, une autre citation qui, elle, est d'une plume qui va devenir quelqu'un de connu, mais au moment où il écrit, c'est juste un élève de l'école d'art. C'est Charles-Édouard Jeanneret. Je ne sais pas si Charles-Édouard Jeanneret vous dit quelque chose, mais je pense que si je vous dis Le Corbusier, ça vous dit quelque chose. Donc Charles-Édouard Jeanneret, futur Le Corbusier, va faire 30 ans à la Chaux-de-Fonds. Et il fait ses classes à l'école d'art de la Chaux-de-Fonds, sous la houlette de Charles Desplatiniers, qui va le former, lui apprendre les bases de ce qu'il va en partie abandonner et en partie poursuivre par la suite. Mais lui dit, dans une lettre qu'il écrit à son professeur, il lui dit où les Parisiens mettent une feuille modelée d'après nature et les Allemands un carré poli comme un miroir, eh bien nous mettrons un triangle avec des pives et notre goût sera sauf. Donc ce qui est vraiment intéressant avec cette école d'art et avec ce cours supérieur, qui au passage intègre des femmes, alors qu'à l'école d'art, pour les graveurs, il n'y avait que des hommes qui avaient le droit de suivre ces cours. Ce groupe de ce cours supérieur d'art et de décoration va bénéficier de commandes privées. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez particulier parce que c'est des étudiants. On n'est pas sur des architectes confirmés, on n'est pas sur des artistes confirmés, on est vraiment sur des étudiants. Et je vous mets ici deux exemples d'œuvres réalisées par ces étudiants. Et la troisième sera la Villa Falais, vous l'avez bien compris. Le premier ici, qui est un salon de musique, qui est connu sous le nom de Salon Bleu, qui a été réalisé en 1906 par quelques-uns des étudiants pour M. Spielmann, de nouveau notre fabricant de boîtes de montres en or, qui commande son salon de musique, il fait fortune, il agrandit son appartement, il commande ce salon de musique. Et dans ce salon, il y a la rencontre d'éléments Art Nouveau un peu standardisés, international, comme le vitrail qu'on voit sur le côté, ou des éléments de boiserie ou de porte dont on ne voit pas les détails, mais on a des détails. Et les éléments menés par les élèves de l'école d'art qui vont faire les toiles marouflées sur les côtés, qui sont l'œuvre de Marie-Louise Göring. Vous voyez un détail d'ailleurs dans l'exposition après. Le plafond, qui est l'œuvre de Louis Évard, André Évard, qui lui aussi, il y a un détail dans l'exposition, mais va amener un motif d'oiseau qui vole, donc créer un ciel. Marie-Louise Göring crée une forêt alentour, et le lustre est l'œuvre aussi de Louis Houriet. Donc 3 étudiants qui travaillent sur cet espace. Et l'autre bâtiment à côté, c'est le fameux crématoire de la Chaux-de-Fonds, qui est un peu la pièce emblématique
pour notre ville. Vous avez aussi un détail, la vue d'ensemble dans l'exposition, où là aussi certains élèves, de nouveau c'est jamais tous, certains élèves travaillent au décor, aux vitraux, au plafond, au sol, etc. Et là sur le fond, vous avez un motif qui est plus tardif, qui est plus symboliste, parce que c'est les platonniers qui va un peu plus tard venir mettre quelques toiles tendues avec des motifs en lien avec la mort. Voilà un peu pour vous montrer comment ce cours supérieur est vraiment le moteur de ce style sapin. C'est à travers l'école d'art qui va essaimer et sur la période relativement courte pendant laquelle l'école d'art va pouvoir vivre avec ce cours, ce style sapin, enfin ce cours supérieur d'art et de décoration qui va être coupé par la Première Guerre mondiale en 1914. La Villa Falais, la raison pour laquelle vous êtes là, la Villa Falais, elle, c'est aussi une commande. Et là, ce qui est particulier, c'est qu'on ne commande pas juste une pièce ou un décor, on commande l'entier de la maison. Et cette commande, c'est Louis Falais, qui est graveur bijoutier, membre de la commission de l'école d'art, qui va la commander à Charles Platonnier et ses élèves. On ne sait pas exactement comment cette commande s'est faite, selon quelle modalité. On a encore un peu des choses à étudier, des flous à déflouter. Mais ce qu'on sait, c'est que la commande est faite et que les platonniers va dire au jeune Charles-Édouard Jeanneret, qui a à ce moment-là 18-19 ans, eh bien, tu feras les plans. Donc, on peut attester que cette maison, c'est la première sur laquelle le futur Le Corbusier a travaillé. Ce n'est pas sa propre réalisation à lui tout seul, mais c'est la première sur laquelle il a travaillé. Et sur cette maison, tous ces élèves qui travaillent vont amener des éléments décoratifs de style sapin. Et la partie principale, c'est le sgraffite de la façade sud, dont Claire vous donnera quelques informations par la suite. Et je vous ai mis ici un détail. On voit aussi que les éléments de neige qui fondent au bord du toit vont aussi occuper les étudiants pour des décors, des pièces de bois qui sont sur les bords des toits. Enfin, ce motif du sapin au sens large, et de l'hiver et de la nature locale est reproduit à plusieurs occasions. Et puis, dernier élément ici, avant de lui céder la parole, c'est 2 photos d'archives. On a très peu de photos d'archives de la construction de cette maison. 2 photos d'archives où on voit de ce côté des jeunes et moins jeunes, mais là on est sur les personnes qui font le gros œuvre. On n'est pas sur les étudiants de l'école d'art qui travaillent. Les étudiants de l'école d'art, vous les voyez en photo dans l'exposition. Mais c'est pour vous montrer qu'on a effectivement et des personnes qui travaillent sur les maçons, des entreprises locales de maçonnerie qui font une partie du travail, et les étudiants de l'école d'art qui viennent amener tous les éléments décoratifs particuliers. Et puis là, on a un étudiant. Malheureusement, la photo, la manière dont il a le marteau nous empêche d'identifier qui c'est. On ne sait pas, ça reste pour l'instant un mystère. On a un étudiant de l'école d'art en train de travailler sur les sgraffites. Donc cette maison, elle a été achetée en 2022 par la ville de La Chaux-de-Fonds. Donc elle est construite en 1906. Elle reste en main de Louis Falais jusqu'en 1921. En 1921, il vend la maison. Et elle va passer en plusieurs propriétaires. Il va y avoir 6 propriétaires successifs, ce qui fait qu'elle va vivre pas mal de modifications. Il y a des décors qui vont disparaître. On a retrouvé 2-3 choses. Et en 2022, la ville de La Chaux-de-Fonds a la possibilité de la racheter. Le propriétaire du moment décide de la vendre et la ville la rachète pour pouvoir préserver aussi cet élément du patrimoine local qui raconte beaucoup de choses sur le lien entre l'horlogerie, l'art nouveau, l'école d'art, tous ces liens entre industrie et patrimoine, et ça cristallise un peu l'architecture, la culture locale, l'industrie locale. Et depuis, donc la ville est propriétaire et une association s'est créée, l'association Villa Falais, qui a pour but de penser la future restauration, la future rénovation, de la faire vivre. Pour l'instant, elle est ouverte au public un dimanche par mois. On est en pleine réflexion. En tant que déléguée à la valorisation du patrimoine pour la ville, je suis membre du comité, mais il y a d'autres personnes, des spécialistes aussi de l'œuvre du Corbusier, des architectes, plusieurs personnes qui réfléchissent ensemble. Pour l'instant, on ne sait pas encore quelle forme on va donner à cette restauration. On est en train d'y réfléchir, mais on est devant un défi assez passionnant. Et on a eu la chance d'avoir très vite, dès le mois de juin, donc on a acheté la maison en mai, dès juin, on avait 2 étudiantes qui se sont manifestées pour faire leur travail de master sur la maison. Une étudiante en histoire de l'art de l'université de Neuchâtel, qui est une ville à côté de La Chaux-de-Fonds,
qui a fait son travail, qui a focalisé plutôt sur l'aspect artistique, en cherchant les liens entre les différents artistes, en retournant dans les sources, en retournant dans la correspondance, en essayant de trouver encore d'autres éléments de correspondance pour comprendre les liens entre l'école, les étudiants, Charles et Platonnier, etc. Et puis un mémoire d'architecte, cette fois, qui a été réalisé justement par Claire Montégudet, qui s'est intéressée à décrypter ce que la maison nous raconte sur son état initial, ses états successifs, et nous faire aussi des propositions de ce qu'on peut faire de cette maison par la suite. Donc je vais lui céder la parole parce qu'elle a plein de choses à vous raconter sur ce qu'on a découvert à la Villa Falais. Alors bonsoir à tous. Je voulais commencer par cette citation, enfin cette phrase qu'a écrite donc Charles-Édouard Jeanneret à Les Platonniers dans sa correspondance, après avoir fini le chantier de la Villa Falais. Quand il était parti donc en voyage à Venise, vous avez ébauché à la Chaux-de-Fonds un mouvement d'art qui aura un résultat valable parce qu'il est essentiellement basé sur la nature d'une part, sur la probité dans les moyens d'exécution d'autre part. Je trouve qu'elle est assez intéressante, surtout quand on sait la relation qu'entretenaient ces deux hommes de caractère et le tournant qu'a pris Jeanneret quand il est devenu Le Corbusier par rapport à ce style sapin qu'il a formé à l'origine. Deuxième citation après des images. Pour resituer, comme l'expliquait Sylvie, le contexte un petit peu de la commande, à 17 ans, j'ai eu la chance de rencontrer un homme démuni de préjugés qui me confia la construction de sa maison. De 18 à 19 ans, j'ai construit cette maison avec beaucoup de soin et une foule de détails émouvants. Cette maison est probablement affreuse, mais indemne de routine architecturale. Ça, c'est quelque chose qui frappe quand on étudie un petit peu la villa, quand on rentre dedans. C'est une villa qui a été construite par des étudiants, des apprentis, à qui on a probablement demandé de dessiner, et ensuite ils se sont retrouvés sur place avec une scie, une planche de bois, et c'est bricolé, mais partout. Donc voilà, et Jeanneret a beaucoup rejeté cette œuvre-là du tout début de sa carrière par la suite. Je voulais vous parler un petit peu des principes architecturaux qui ont été la volonté première de Jeanneret quand il a dessiné cette maison, donc en avant-projet. L'image est un peu déformée, mais voilà, donc dans les proportions, en fait, c'est pas aussi juste que ça paraît là. Viollet-le-Duc, les ouvrages de Viollet-le-Duc étaient dans la bibliothèque de l'école d'art, donc ça fait partie des sources qu'avaient à disposition ses étudiants. Viollet-le-Duc avait analysé les géométries des édifices gothiques à l'aide de diagonales en plan et de triangles en élévation, et donc ça a probablement été une source d'inspiration de Jeanneret. On voit que le plan donc, du rez-de-chaussée que vous avez en bas s'inscrit dans un carré et dont les diagonales dessinent assez justement les proportions et les lignes fortes du plan. Et les triangles dessinés par ces diagonales, on les retrouve dans les proportions développées dans cette façade principale qui est la façade sud-est. Ensuite, dans les autres aspects qui ont motivé le projet de Jeanneret, on a donc cette vieille photo d'extrêmement mauvaise qualité qui nous parvient de la Fondation Le Corbusier, qui montre a priori des maquettes en terre des différentes études projectuelles de la Villa Falais. Celle qui est ici est la plus reconnaissable. Ce que nous disent ces maquettes, c'est que Jeanneret avait une façon très tactile d'imaginer ces volumes. Il voulait des volumes qui émergent de la terre, qui s'élèvent comme un bloc, et puis un rapport d'addition et de soustraction de volumes, voilà, pour avoir quelque chose vraiment qui tend vers le haut. C'est quelque chose qu'on va revoir après. Voilà. On a ensuite trouvé différentes planches d'esquisse qui ne sont pas formellement reliées à la Villa Falais, c'est marqué nulle part, mais les ressemblances sont trop importantes pour que ce soit une coïncidence. Et en tout cas, ces esquisses nous disent pas mal de choses de la Villa Falais. On sait que Jeanneret avait observé donc, que dans la nature, les plantes et les arbres poussent selon le contexte dans lequel ils se trouvent. La topographie, la composition du sol, l'exposition au soleil et au vent va créer des lignes de force dans la croissance des plantes qui sont différentes. Et donc, ces lignes de croissance sont symétriques et radiales, et c'est quelque chose qui a animé Jeanneret. Cette recherche de symétrie et de radialité, on la voit dans le tout petit plan carré qui est ici, qui est à la fois parfaitement symétrique, comme l'est le carré, et avec un noyau central, donc pour la radialité. Et on sait, donc ça c'est une citation de Owen Jones, qui faisait aussi partie des références
des étudiants de l'école d'art. Je vous épargnerai la lecture en anglais. La base de toute forme géométrique dont l'impulsion forme la surface en partant du centre avec une force égale, s'arrêtant nécessairement à distance égale, le résultat est la symétrie et la régularité. Deux autres petites planches d'esquisse qui on peut lire à travers la théorie de Ruskin, donc aussi une des références des étudiants. Dans les 7 lampes de l'architecture, Ruskin explique que la perception d'un bâtiment peut être, enfin de la taille d'un volume, peut être augmentée si on peut lire tout le bâtiment en un seul coup d'œil. Et pour ça, il propose des formes pyramidales ou verticales ou avec des saillies vers l'extérieur. C'est finalement une combinaison des 3 que l'on voit dans ces esquisses et une version plus approfondie qui sera réalisée. Voilà, donc il explique aussi la façon dont sur une façade, on va lire la façade en fonction de la forme de cette façade. Il explique que le carré prête davantage à regarder la décoration de la surface, alors qu'une forme plus verticale va amener à regarder la subdivision de la surface. Et c'est très intéressant quand on voit par la suite, on regardera les photos de la façade principale, la façon dont est construite la façade en pyramide et en saillie. Voilà, enfin une aquarelle de Jeanne Ray où on voit cette fois-ci beaucoup plus nettement notre Villa Fallet apparaître. C'est une ébauche du système ornementatif de la façade sud-est, donc la façade principale. On commence déjà à lire la superposition du soubassement qui, alors ici on ne le lit pas, mais en fait est en chapeau. La véranda avec le balcon et cette baie quinquépartite qui donc encore invite à regarder vers le haut. Et alors, on voit aussi apparaître les teintes du sgraffite dont parlait Sylvie tout à l'heure et dont on reparlera. Ici, le sgraffite semble comme jaillir de cette baie à l'étage, alors que finalement, le mode qui va être choisi va être quelque chose de beaucoup plus uniforme sur l'ensemble de la façade. La photo qui est dans l'exposition, on voit donc Jeanne Ray au milieu et 2 autres étudiants de l'école d'art qui travaillent sur le sgraffite de la maison. Le sgraffite est la dernière itération originale de couleur que l'on voit actuellement dans la villa. Il est d'origine, il a peu ou pas été modifié et il est en très bon état. Donc c'est un des derniers témoins vraiment de l'ornement, en tout cas polychromique de la villa. Donc il est composé de 3 couleurs principales, un ocre jaune, un ocre rouge et un bleu et une couleur mineure crème qui est apposée par-dessus. Le sgraffite, c'est une technique de la Renaissance italienne à l'origine, qui vient de graffiare, excusez-moi pour l'italien, griffer. Et donc c'est une technique qui consiste en une superposition de couches d'enduit fraîches, de couleurs différentes. Et ensuite, on travaille par soustraction, pour faire apparaître les couches inférieures. Non. Donc voilà les couleurs de cette belle façade. On a donc le rouge, la couleur la plus profonde, ensuite le jaune, puis le bleu, et le crème et le orange que l'on voit en bas sont des pigments qui ont été apposés par-dessus. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de l'intérieur. On a très peu d'informations sur l'intérieur, c'est ce qui a le plus subi le temps et les modifications. Forcément, cette villa a été habitée pendant un siècle et donc elle a dû suivre les normes d'esthétisme et de confort. Actuellement, donc là, une photo du salon dont il ne reste plus rien. Les murs sont blancs, c'est un parquet tout à fait standard par terre. Le plafond est, pour le coup, enfin voilà, comme on voit là avec une poutraison. Mais ces 2 photos nous sont parvenues, elles sont extrêmement précieuses puisqu'elles nous donnent des indications très intéressantes sur le mobilier qui a été attribué à Jeanne Ray, qui était très fin dans cette pièce. Quand on zoome sur ces images, on voit que tout est travaillé, les pives, enfin les pommes de pin qui sont ici sont sculptées, etc. Elle nous donne aussi des informations très importantes, très intéressantes sur la façon dont étaient traités les décors muraux. On lit ici et ici une frise en lavis très fine sur lequel on voit apparaître des papillons et des chauves-souris.
Pour l'instant, cette frise a disparu. On va essayer de voir si sous la peinture, mais on parlera des sondages après, il y a quelque chose. Concernant le mobilier, tout le mobilier a disparu. Néanmoins, en fouillant dans le grenier de la Villa Fallet cette année, on a réalisé qu'il y avait pas mal de pièces de mobilier qui étaient là, inidentifiées, démontées, etc. On a quand même réussi à identifier une pièce de mobilier qui est cette assise ici. En fait, il y en a deux. On voit l'autre est en face, mais on ne la voit pas dans la photo. Elles sont les deux sont intégralement remontables. Le bois est un peu abîmé, mais nécessite vraiment une restauration mineure. Donc ça, c'est une grande source d'espoir pour les recherches, puisqu'on va pouvoir réassembler ce mobilier qui est dessiné là. Au-delà de cette pièce-là, qui n'est pas la plus majestueuse de la villa, elle donne des informations extrêmement intéressantes sur l'épaisseur des planches, sur les types d'assemblage de bois, sur les essences de bois et les vernis utilisés, donc très prometteur. Voilà une photo du hall d'escalier. Le travail de la couleur y a été complètement modifié. À l'origine, selon les études stratigraphiques qui ont été réalisées pour l'instant, les boiseries étaient vierges, brutes, sans cette peinture verte qui est un peu satinée et qui en fait est une couleur qui semble avoir du sens dans le style sapin, mais qui n'en a pas dans la villa. C'est vraiment une couleur qu'on ne retrouve nulle part ailleurs et qui est complètement anachronique avec sa construction. Les parties blanches étaient en fait peintes en rouge, ocre, brique, comme en façade. Et les triangles que l'on voit ici, qui sont des inserts que l'on retrouve également dans toutes les portes, sont ici peints dans ce rouge très foncé, alors qu'en fait, ils sont, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils ne sont pas en bois, mais en céramique, teintés dans la masse. Ces céramiques nous donnent la teinte exacte de ce rouge, qui est en fait le même qu'en façade. Une information très intéressante qui nous laisse à penser que le travail de la couleur dans la Villa Fallet était en fait très cohérent et se déclinait sur cette palette de 4 couleurs que l'on trouve en façade. Donc, un cage d'escalier assez transformé, on dirait pas tant comme ça, mais la façon dont est apposée la couleur change complètement la perception qu'on peut avoir de ce volume qui est sur 2 hauteurs. Il faut imaginer que sans toute l'horizontalité soulignée par le vert et avec des éléments pleins beaucoup plus foncés, on doit avoir une perception de ce volume qui est vraiment sur double, voire triple hauteur en fait, puisqu'elle accompagne la forme de la toiture, une sensation d'élévation beaucoup plus importante, qui était en fait une volonté de Jeanne Rey et qui n'est plus du tout le cas avec cette horizontalité soulignée par le blanc et le vert. Là, une image des portes dont voilà, les inserts en céramique qu'on voit tout en bas, pardon, pour ceux qui sont au fond, et qui sont en fait pas peints, mais teintés dans la masse. C'était assez amusant quand on sait que Jeanne Rey était apprentie émailleur à ce moment-là. Voilà, on a une petite photo du chantier qui nous est parvenue. On en a très peu. C'est surtout dans la correspondance entre Jeanne Rey et les platonniers, et entre Jeanne Rey avec sa famille, que l'on comprend les circonstances du chantier, les relations qu'ils entretenaient entre eux. Je vous montrais tout à l'heure la citation de Jeanne Rey qui expliquait que quelqu'un dénué de préjugés lui avait fait confiance, puis à la fin des chantiers, il écrit « S'il y a eu bévues, elles étaient à attendre, j'en suis profondément ennuyé pour Monsieur Fallet. Lui, du reste, en me confiant l'affaire et en fixant les conditions, l'avait prévu, et s'en est plutôt bien trouvé. » Donc bon, il est assez conscient du... Il y a eu quelques problèmes pendant le chantier, surtout que Jeanne Rey est partie très rapidement après la livraison voyager, donc il n'était plus là, il a écrit, il a missionné ses camarades d'aller reprendre ce qui n'allait pas. Le graphite a donné beaucoup de fil à retordre à ses étudiants, puisqu'ils ont dû le refaire un certain nombre de fois avant que ça fonctionne. Et d'ailleurs, à ce sujet, Jeanne Rey écrit « Pensez-vous que des camarades seraient d'accord de refaire le travail en peinture, quitte à interpréter ou à transposer, ou encore à faire un décor spécial? Je ne peux pas laisser ce pauvre diable de Fallet barboter dans les déchets de plâtre. » Voilà. Donc une photo de la villa. Cette villa a subi, donc on le disait tout à l'heure, de nombreuses modifications qui, en fait, au fur et à mesure, biaisent la lecture des volumes voulus par Jeanne Rey. On le voit très nettement ici sur cette photo. La terrasse a été étendue. À l'origine, elle s'arrêtait donc au niveau de cette saillie du soubassement, et elle a été étendue d'un côté puis de l'autre.
rajoutant cette ligne extrêmement horizontale, très marquée dans la façade, qui biaise la lecture qu'on avait à l'origine avec cette saillie du soubassement, puis cette saillie de la véranda, puis cette baie. Donc voilà, on a le même problème, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le hall d'escalier. Mon travail de master s'est porté sur la proposition d'une, parmi tant d'autres, solution potentielle de restauration. Elle s'appuie sur l'état des recherches actuelles, comme vous l'avez compris, qui sont très récentes, qui sont prometteuses, mais pour l'instant, c'est surtout beaucoup de portes ouvertes dans lesquelles il va falloir s'engouffrer pour essayer de comprendre davantage. Les documents d'archives ont livré une grande partie de leurs secrets. Maintenant, il va falloir faire des sondages pour pouvoir aller plus loin. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu les plans. Mon travail était d'abord donc de retracer l'histoire, d'essayer de comprendre l'histoire en sens inverse, pour tendre vers une analyse la plus fine possible avec les moyens disponibles, pour ensuite trouver une solution de restauration qui soit la plus fidèle possible à la villa. Le parti que j'ai pris était de proposer un programme qui soit mixte, avec à la fois une partie maison-musée, avec ce qu'on pourrait éventuellement envisager de restituer ou de restaurer, mais ce n'est pas du tout le cas de toute la villa. Il nous manque beaucoup trop d'informations. Elle a été beaucoup trop modifiée pour espérer remettre l'intégralité de la villa dans son état d'origine. Ça n'aurait pas d'intérêt de donner à voir toute cette villa au public. Donc, principalement le salon dont on a donc les deux photos que je vous ai montrées, le hall d'escalier, les extérieurs, avec donc un parcours visiteur, une salle didactique qui pourrait aussi présenter l'état des recherches en cours, etc., l'histoire de la villa, l'histoire du patrimoine de la Chaux-de-Fonds. Et sur le reste de cette villa, redonner cet espace-là aux artistes. Puisque cette villa a été construite au cœur du style sapin, au cœur de l'histoire de l'école d'art, dont les étudiants s'étaient inspirés de la nature. Et cette villa est toujours vraiment en lisière de forêt, donc avec une très belle nature. Elle peut en elle-même être une source d'inspiration. Donc le parti pris a été de se dire, pourquoi pas proposer des studios à des artistes, des peintres, des sculpteurs, des musiciens, pour qu'ils puissent laisser cours à leur créativité et à leur imagination dans ces lieux-là, aussi transmettre, pourquoi pas envisager des cours, et avec la possibilité même d'avoir un artiste en résidence temporaire, quelqu'un qui vienne de plus loin, et qui puisse s'installer 3 semaines, 6 mois dans cette villa pour faire l'expérience de la villa. C'est une villa qui a été conçue pour être habitée par une famille et elle est faite pour être vécue. Enfin, on n'a pas du tout la même expérience d'une maison quand on y passe un quart d'heure en faisant le tour de 3 pièces et en lisant 2 panonceaux qu'en vivant dedans. Et ça, c'était important que ça ne devienne pas juste un musée derrière une jolie vitrine, mais qu'on puisse toujours faire l'expérience d'habiter cette maison. Voilà, donc ça, c'est la maquette que j'avais réalisée. Cette maquette est une interprétation de ce qu'a pu être la villa à l'origine. Vous y voyez par exemple que j'ai représenté les fenêtres en bleu. Ça, c'est une des pistes de recherche que nous avons eues parce que nous avons retrouvé dans le grenier une menuiserie d'une fenêtre d'origine qui est peinte en bleu. L'interprétation a donc été de se dire que certainement, en croisant d'autres sources, des photos où on voit que les fenêtres étaient très claires à l'extérieur, beaucoup plus qu'elles ne le sont aujourd'hui où elles sont peintes en brun foncé, étaient peut-être en bleu, en retrouvant la forme de la terrasse initiale, avec ce garde-corps qui était également ocre, qui accueillait des jardinières dans ses angles, quelque chose de beaucoup plus travaillé que l'interprétation contemporaine qui a été faite de la restauration du garde-corps au moment de l'extension de la terrasse. À l'intérieur également, on voit réapparaître la frise avec les papillons, mais ces 2 photos noir et blanc nous indiquent absolument pas la couleur de ces décors, qui étaient très certainement quand même colorés. Donc le parti pris que j'ai choisi était de... En fait, quand on ne sait pas, qu'il y a encore une hypothèse, et c'est le cas de beaucoup de choses encore dans cette villa, puisqu'on est qu'au début des recherches, était de proposer pour l'instant un projet de restauration qui soit lisible comme tel, et pas comme c'était comme ça à l'origine, mais c'est comme ça qu'on a choisi de faire, parce qu'on ne sait pas, et qui soit réversible. Donc là, c'est simplement une peinture. J'ai choisi d'utiliser l'ocre jaune, que je trouvais intéressant de mettre dans ce salon, mais c'est une interprétation.
puisque mon hypothèse est que le travail de la couleur était cohérent dans la villa, utiliser cette palette de 4 couleurs. Et donc ensuite, j'ai choisi de mettre du jaune au rez-de-chaussée, de mettre du bleu dans certains studios, de mettre du rouge dans certains studios en fonction du programme qui était dedans, mais uni et lisible comme étant une intervention contemporaine. Voilà. Une dernière petite photo de cette proposition. Vous voyez un linoléum bleu qui paraît improbable quand on passe dans la villa maintenant et qu'il y a un parquet qui s'intègre tout à fait correctement. Mais sur les plans voulus par Jeanneret, c'était du linoléum et on le retrouve dans d'autres pièces extrêmement dégradées. Mais voilà. Et donc pour conclure rapidement, la Villa Falais est donc un manifeste architectural peut-être le plus parlant du style sapin à la Chaux-de-Fonds. Il a été habité pendant plus d'un siècle et donc aussi peu étudié, puisque privé. Racheté donc il y a 1 an par la commune de la Chaux-de-Fonds, c'est une occasion de l'étudier et de la restaurer correctement. On n'en est qu'au tout début des recherches. Elle regorge encore de plein de mystères à élucider. Il y a de nouveaux projets de master qui sont prévus pour l'année prochaine, notamment sur l'étude des couleurs, donc ça va être très intéressant. Et on arrive maintenant à un stade où on a une nécessité de réaliser des sondages qui peuvent être un peu destructifs, d'aller faire des trous dans les murs, dans les sols, dans les peintures, pour essayer de comprendre comment a été construite cette maison et quelle est son histoire, puisque les archives ne nous donnent plus assez d'informations. Et donc les prochaines étapes vont être pour l'association qui est en charge de la villa, d'essayer de récolter des fonds et de trouver les artisans compétents pour aller réaliser précisément ces sondages dans la villa et continuer de comprendre son histoire. Voilà, merci beaucoup.